Bonjour à tous, donc deuxième vidéo qui va faire suite à la première vidéo que j'ai publiée il y a 15 jours ou 3 semaines concernant mes problèmes de santé à cause d'une opération bénigne d'hernie inguinale. Donc là je vais faire une vidéo beaucoup plus détaillée, euh, beaucoup plus structurée. Donc j'ai pas mal de travaillé sur la vidéo, ça m'a pris pas mal de temps, c'est un exercice compliqué de faire une vidéo. Moi, j'ai choisi de lire ce que je voulais dire parce que ça restera beaucoup plus fluide et au moins j'oublierai rien, j'oublierai pas de détails. Donc je vous remercie pour votre écoute et j'espère que après cette vidéo, euh, vous aurez suffisamment d'informations concernant les risques liés à la pose d'une prothèse contre les hernies inguinales. Donc je me présente, je m'appelle Romain, je vis au Japon depuis une quinzaine d'années, j'ai 42 ans. Euh, je suis marié avec une femme japonaise, j'ai une petite fille. Je suis dans le monde de la gastronomie depuis l'âge de 18 ans. Actuellement, depuis 7 ans, je travaille comme conseiller culinaire. Avant ça, je travaillais dans des restaurants en tant que cuisinier. Alors, je le précise parce que c'est important pour moi. Le fait d'être conseiller culinaire m'a permis justement d'alléger les horaires que j'ai pu faire auparavant et du coup de profiter de ce temps pour rester avec ma famille et m'occuper de moi et de voir des amis. Donc je dis ça parce que il faut savoir qu'avant l'opération, euh, j'étais en très bonne santé, je faisais beaucoup de sport et il m'arrivait d'avoir des blessures dues à ma pratique des sports de combat, mais rien de très très grave. Je pense que ma blessure la plus profonde, ça a été des côtes cassées, donc rien de très important. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je me suis fait opérer d'une hernie inguinale en août 2023, fin août 2023. Et pour moi, c'était assez simple, hein. On recoue le, le- l'hernie. Et après quelques semaines de convalescence, la vie reprend son cours comme avant. Et, euh, et ça s'est pas du tout passé de cette manière. Donc déjà, j'ai pas été cousu. On m'a mis une prothèse, comme ça, donc de 8 cm sur 12 cm de hauteur, pour réparer une hernie qui était à peu près de quelques millimètres. Donc un dispositif totalement disproportionné par rapport à l'hernie que j'avais. Donc ça, j'ai récupéré beaucoup plus tard. Le médecin qui m'a fait signer une fiche de consentement avant l'opération ne m'avait rien expliqué de tout ça. Il était resté très vague et surtout très, comment dire, très sûr de lui. Et après tout, il est chirurgien. Moi, je ne suis pas chirurgien. Donc, comme des milliards de personnes, on fait confiance à la médecine. Je n'aurais pas dû. Donc, j'ai fait l'opération. Je tiens à préciser aussi que c'est important pour moi que j'ai signé donc une fiche de consentement comme je l'ai stipulé avant, mais que je refuse cette signature parce que je n'ai pas eu un consentement éclairé de la part du chirurgien. Il ne m'a pas expliqué dans les détails euh, quel était le matériel utilisé,
la taille du matériel utilisé, ainsi que la façon dont il allait opérer l'hernie inguinale. Donc je refuse catégoriquement d'avoir donné mon consentement pour cette chirurgie. Pour moi, hein, le principe de consentement est très très important. Que ce soit pour une chirurgie ou pour tout autre acte, la personne doit donner son consentement éclairé. Sinon, ça ne fonctionne pas. Quand vous allez voter, vous donnez votre consentement. Comme moi, je ne consens pas à cette société, parce qu'on nous prend pour des abrutis, je ne vote pas. Donc, je ne consens pas. Donc, je ne suis pas dans je ne suis pas dans ce système. Même si je vis dans ce système, je ne me considère pas du tout dans ce système. Bon, ça c'est dit. C'est important de le dire. Donc, revenons à nos moutons. C'est pour faire un lien avec le consentement. On revient à nos moutons. Donc voilà, donc j'ai eu mes premières douleurs en janvier 2024, donc 5 mois après l'opération. Donc je vais vous expliquer dans le détail comment ça s'est passé. Donc je vais lire, c'est beaucoup plus simple si je retrouve mon petit papier. Voilà, il est là. Alors donc mon état de santé, comme je disais, a commencé à se déclarer en janvier, à se dégrader, pardon, en janvier 2024. Donc au début, il y a eu des troubles de mixture urinaire, donc j'allais aux toilettes 20 à 30 fois par jour, puis une sensation de tiraillement. Avec le temps, une fatigue s'est installée. D'abord physique, puis morale, mentale, enfin une grosse fatigue, une grosse surcharge. Ensuite sont apparues des sensations plus précises, des tiraillements, des picotements, comme des aiguilles dans l'aine, jusque dans le testicule gauche, ainsi qu'un point douloureux profond au niveau de l'anus. Puis les jambes sont devenues cotonneuses, instables. Les troubles digestifs sont apparus, suivis de douleurs lombaires qui sont remontées lentement jusqu'au milieu du dos. Personnellement, aucun de ces symptômes n'est agréable, mais les douleurs lombaires, c'est une tannée ce truc. Je pense que c'est le truc qui me fatigue le plus. Donc pendant un an, j'ai consulté des urologues, puis mon chirurgien. Pendant un an, il y a eu des examens, analyses sanguines, IRM, radiographie de la zone lombaire. Pendant un an, rien. Parce qu'au début, on n'y croit pas trop. On sait que c'est la prothèse. Dans son fort intérieur, on le sait. Mais quand même, on se dit, attends, bon, j'ai 40 ans, peut-être que je fais du sport, peut-être que... Mais non, que nenni. C'est pas du tout ça. Mais quand même, on se dit, attends, on va voir d'autres pistes, peut-être que la cause vient d'autre chose. C'est peut-être pas la prothèse. Donc on essaye, et aucune anomalie détectée en lien avec la prothèse. Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais eu le sentiment d'être réellement écouté. Aucun de ces médecins n'a su mettre des mots sur ce que je vivais, et faute d'explications concrètes, tout a été ramené au stress. Donc les médecins, quand ils ne savent pas, c'est le travail, le stress, ben voilà quoi, c'est jamais la prothèse. Donc, ils balayent ça d'un revers de la main, tu restes 10 minutes, ça te coûte 30 balles, et au revoir monsieur. Et au final, tu ressors du truc, t'es pas plus avancé qu'avant. Donc pendant ces années-là, j'ai cherché beaucoup, j'ai trouvé de nombreux témoignages en ligne de personnes parlant de douleurs chroniques après une opération. Mais ces témoignages ne menaient nulle part, les réponses étaient toujours les mêmes. Consultez votre chirurgien, ces douleurs sont normales, elles finiront par disparaître avec le temps. Donc ça, les réponses, c'est un chirurgien qui répond aux commentaires. Donc pareil, c'est normal. On a mal, c'est normal.
Donc en avril 2025, j'ai lu un article d'Arnaud Denis dans Le Parisien, puis j'ai découvert un groupe Facebook. C'est à ce moment-là que j'ai compris que depuis le début des symptômes, je ne me trompais pas. Nous étions nombreux dans le même bateau et je me suis aussi posé une question. Donc si Arnaud Denis n'avait pas été une personne connue dans le monde du spectacle et dans le monde artistique, donc s'il n'avait pas été connu, peut-être que ce scandale sanitaire n'aurait jamais éclaté en France. Et s'il n'avait pas publiquement évoqué l'hypothèse de se faire euthanasier en Belgique, peut-être que les médias n'auraient jamais réagi. Cette idée m'a marqué parce qu'elle dit quelque chose de la violence du silence. Donc j'ai ensuite pu voir le matériel utilisé, comprendre l'existence de procès contre ces entreprises, en particulier aux États-Unis. Alors les entreprises, pour ne pas les citer, Johnson & Johnson, hein, toujours, de toute façon c'est toujours les mêmes. Tous ceux qui sont dans la sauce avec d'autres scandales sanitaires, c'est toujours les mêmes. Johnson & Johnson, Becton Dickinson, Medtronic, Atrium Médical et Covidien. Voilà, donc ça c'est les principaux fabricants des mèches et des prothèses vaginales hein, qui sont fabriquées avec le même produit. Donc j'ai aussi compris qu'il était quasiment impossible de retirer la prothèse. Ça, j'étais même pas au courant. Le médecin ne m'a rien dit. Pour moi, ça coule tellement de sources que si on te met un truc et qu'il y a un problème, on peut te le retirer. Non, on peut pas. Donc t'es niqué. T'es niqué toute ta vie. Alors bon, on peut. Ça coûte cher. Il faut souvent aller à l'étranger. Je crois qu'Arnaud, il a payé 40 000 $ hein, pour retirer sa prothèse. Et puis ça, c'est compliqué et ça n'améliore pas forcément les symptômes. Et ça peut même en enlever certains pour en recréer d'autres. Il faut savoir, Arnaud l'a dit, je crois que sur la notice qui devait être normalement montrée avant l'opération, sauf ce qui n'a jamais été fait, ainsi que les tests allergiques au polypropylène, je vais en reparler après du polypropylène, n'ont jamais été faits sur moi. Il y a à peu près, alors ça va dépendre des prothèses, mais il y a à peu près 25 effets secondaires. Je ne suis pas sûr du chiffre, mais il y a énormément d'effets secondaires après les opérations. Donc les chirurgiens ne savent pas comment la retirer ou ne veulent pas prendre ce risque. Donc à partir de là, j'ai décidé d'agir autrement. La première étape a été de réclamer du coup mon dossier médical. Donc ça, c'était la première étape. Et attendez, j'ai tellement de papier que je sais même plus où j'en suis. Voilà. Donc l'emballage, hein, comme je l'ai montré. J'ai tenté de contacter le fabricant par mail, j'ai jamais eu de réponse. J'ai contacté un avocat à Tokyo spécialisé dans ce genre de dossier. Vu son mail, bon, il m'a quand même répondu. Vu son mail, j'ai compris, enfin j'ai sous-entendu qu'il y avait un conflit d'intérêt avec le fabricant. Donc j'ai laissé tomber, bien entendu. Et grâce aux publications du groupe et au reportage, j'ai finalement réussi à obtenir une consultation médicale avec un chirurgien allemand qui parle français, qui travaille à Francfort. Ça s'appelle BioHernia. Et donc, il retire les implants. Mais dans mon cas, c'est trop risqué. Donc, il m'a expliqué que je devais vivre avec cette prothèse toute ma vie. Et m'y habituer. Il m'a aussi confié autre chose de déterminant. Au vu de mon historique, l'opération que j'ai subie au Japon n'avait selon lui aucun sens. Il m'a expliqué que si le chirurgien avait pris le temps de dialoguer avec moi, au regard de la non-gravité de l'hernie, d'autres options auraient pu être envisagées sans passer nécessairement par la pose d'une prothèse en polypropylène. Il a donc commis une faute professionnelle. Donc,
Il faut savoir qu'avant, on opérait les hernies inguinales avec du fil, comme des points de suture, et on recoule le tissu musculaire pour reboucher l'interstice. Et ça, c'est une opération qui était pratiquée jusque dans les années fin 80 à 94%. Et c'était, il y avait des complications rares et très limitées dans le temps. Donc c'était assez très très safe. Enfin, le bénéfice-risque était beaucoup moins important qu'avec les prothèses. Et ça s'appelle Bassini et Schuldiss. Et dans les années 90, enfin 80, ils ont commencé à introduire les prothèses en polypropylène. Et fin 90, c'était 98% des opérations réalisées avec les mailles. Donc c'était terminé les fils. Et dans les années 2000, reconnaissance progressive de la douleur chronique post-opératoire. Et il faut savoir qu'avant, déjà dans les années 80, il y a eu des premiers signalements de réactions inflammatoires, fibrose excessive et douleurs persistantes, mais considérées comme anecdotiques ou liées à la technique chirurgicale. Donc c'est jamais la mèche, c'est soit le chirurgien qui est nul, ou soit le patient qui psychote. Mais c'est jamais le dispositif. Hein. Bah non, parce que le dispositif, ils estiment le marché mondial à 3,8 milliards de dollars. Donc forcément, quand, quand- quand il y a 3,8 milliards de dollars en jeu, on va jamais pointer du doigt le dispositif, évidemment. Ça serait se mettre une balle dans le pied hein, pour les fabricants. Et puis les chirurgiens aussi. Parce que plus de dispositifs, adieu le yacht, adieu les restaurants rincés par les labos, enfin adieu tous les avantages que reçoivent les médecins par les lobbies de la mafia pharmaceutique. Donc c'est dans ta tête, c'est le stress, c'est le stress. Je suis très stressé. Donc généralisation mondiale, année 2000, donc reconnaissance progressive de la douleur chronique, post-opératoire, apparition des premières études montrant des douleurs au-delà d'un an chez une part significative des patients, début des litiges aux États-Unis. Donc litiges aux États-Unis, hein, quand même, on va un petit peu en parler parce que c'est assez criant. Parce que je sais que les gens, ils aiment bien les chiffres. Hein, faut des chiffres. Hein. Donc plus de 100 000 plaintes liées aux mèches. 4 milliards de dollars de règlements cumulés. Alors ça, c'est Johnson Johnson. Donc dedans, il y a les mèches, les opioïdes et le talc. Donc tous les scandales. Enfin, une partie des scandales. Donc c'est à peu près 4 millions de dollars de règlements cumulés. Bard, donc c'est celle que j'ai, un Bard. Hein, je remontre bien hein, à la Bard. C'est écrit là, hein, Bard, Davol. Et c'est bien, alors c'est écrit en tout petit derrière, c'est bien Dickinson, mais c'est qui fait ça. Donc eux, c'est 184 millions de dollars en verdict individuel. Atrium Médical, ben alors eux reconnus coupables d'avoir vendu des mèches contaminées. Environnement industriel toxique. Non mais on est pris entre de bonnes mains, je veux dire. Et milliers de cas de douleurs chroniques, handicap permanent, réintervention multiple. Donc voilà, donc ça c'est quelques procès aux États-Unis, donc dans les années 2000. Et donc la FDA, la Food and Drug Administration, va classer les prothèses aux États-Unis à risque modéré, à élevé. Et ça sans vraiment faire de vérification. Alors c'est-à-dire ça s'appelle le 510K. Je pense que, alors d'après ce que j'ai compris, le fabricant ne fait pas vraiment de tests. Il montre à la FDA, voilà, on a des prothèses et puis c'est accepté. Et puis c'est une fois que les gens, eh ben, ils voient leur vie partir en lambeaux petit à petit que la FDA dit ah ben finalement c'est dangereux hein, les prothèses, on va les classer en risque. Et c'est pour tous les médicaments comme ça. Et en Europe, elle reste largement utilisée malgré une classification classe 3. Donc classe 3, c'est la pire classe. C'est vraiment risque très élevé.
Donc ça fait 40 ans que les signaux d'alerte existent. Donc dès les années 80, les douleurs chroniques, réactions inflammatoires et complications liées aux prothèses en polypropylène sont rapportées. Pourtant, pendant 4 décennies, ces alertes ont été minimisées. Les patients sont peu écoutés, ou pas du tout. Et les autorités sanitaires se sont appuyées sur des études courtes, souvent financées par l'industrie. Voilà, c'est ce que je disais juste avant. Focalisées sur la récidive et non sur la souffrance à long terme. Ce silence prolongé interroge, d'autant plus que de nombreux experts, recommandations et leaders d'opinion entretenaient des liens financiers ou institutionnels avec les fabricants. Ce n'est pas une théorie, ces conflits d'intérêts sont documentés, notamment aux États-Unis. Ce n'est donc pas l'absence de preuves, mais l'absence de volonté d'agir qui marque ces 40 années. Et je le rappelle, hein, et surtout, on estime que le marché mondial vaut environ 3,8 milliards de dollars. Voilà, donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors maintenant, on va parler de la prothèse, du matériel utilisé dans la prothèse. Donc c'est du polypropylène dans la majorité des cas. C'est un plastique synthétique issu de la pétrochimie appartenant à la famille des polymères thermoplastiques. Il est largement utilisé parce qu'il est léger, résistant, peu coûteux et stable. On le trouve dans les emballages alimentaires, les textiles, les pièces automobiles, en médecine, notamment pour fabriquer des prothèses de hernie, filets chirurgicaux. Donc c'est ce qu'on m'a foutu. Hein. Dans le corps humain, le polypropylène est considéré comme non biodégradable. Il reste en place de façon permanente. Cependant, il peut provoquer une réaction inflammatoire de type corps étranger, se rigidifier avec le temps et interagir avec les tissus environnants, ce qui explique certaines complications chroniques observées chez les patients. Des cas publiés suggèrent que les prothèses en polymère peuvent agir comme adjuvants et déclencheurs d'une réponse immunitaire systémique dans des situations rares, compatibles avec le syndrome de ASIA. Ça veut dire Autoimmune Inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants. Excusez-moi pour mon accent anglais, je parle mieux japonais qu'anglais. Avec des symptômes généralisés résolus après retrait de la prothèse. Le syndrome ASIA, on va l'appeler ASIA parce que j'habite au Japon, donc on va simplifier, décrit une constellation de symptômes auto-inflammatoires après exposition à des adjuvants, y compris certains implants médicaux. En chirurgie hernienne, des cas isolés rapportent l'apparition de ce type de syndrome après pose de filets en polypropylène. La littérature reste limitée et aucune preuve causale définitive n'est établie. Mais des études prospectives sont en cours pour mieux comprendre la relation possible entre mèche, donc la mèche c'est la prothèse, et le syndrome ASIA. Des symptômes systémiques sévères persistants ont été observés chez certains patients, renforçant l'importance d'un suivi approfondi et d'une information claire avant intervention, ce qui n'est évidemment pas le cas. Enfin, ça n'a pas été mon cas. Ok, donc ça c'est fait. Donc depuis juin, je me suis fabriqué mon propre protocole. Donc, et je suis très content d'avoir pris cette décision parce que depuis la mise en place de ce protocole, je me sens un peu mieux. Mais c'est pas la fête non plus. Et j'ai des grosses rechutes. Là, j'ai une grosse rechute qui a commencé en mi-décembre et jusqu'à là, maintenant, quoi. Donc, c'est compliqué. Et si vous voulez des informations sur le processus que moi, je me suis mis en place, donc c'est pas une généralité, hein, c'est ce que moi, j'ai fait. Ça peut vous aider, peut-être. Je peux faire une vidéo où je peux vous envoyer un message privé. Mais je préférais finalement la vidéo, même si, parce que je commence à y prendre goût, à faire des vidéos. Mais non, c'est plus simple par vidéo. Après, ça peut être une vidéo que je peux ne pas mettre en public et vous envoyer en message privé. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ok.
Alors moi, depuis donc 2025, donc on va reparler de Arnaud qui a dénoncé justement. Merci Arnaud d'avoir pu prendre la parole et d'avoir été écouté parce que on se sent vraiment comme des merdes tout seul. Et puis on psychote, c'est hallucinant. C'est pas non plus physique, c'est mental, c'est tout. Et en plus, ça découle aussi sur l'environnement, sur la famille, sur les amis, sur le travail, sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il faut en parler, il fallait en parler. Et maintenant, on va en parler. Et moi, je vais en parler. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo avec un ami. C'est pas une victime c'est pas une victime de prothèse comme nous, c'est une autre victime. C'est un bon ami à moi. On va faire une vidéo mi-février qui sera sûrement publiée en mars. Et accrochez-vous parce que ça va être une vidéo assez intéressante. Peut-être que peu de personnes vont finalement arriver à comprendre vraiment le sens de la vidéo. Mais on va la faire. On va quand même la faire. Et elle sera diffusée, je pense, en mars. Donc en avril 2025, le Parisien révèle pour la première fois l'existence d'un possible scandale sanitaire lié aux prothèses de hernie à travers des témoignages de patients souffrant de douleurs chroniques, dont celui de Arnaud Denis. Force à Arnaud Denis. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, les coupures des journaux ainsi que ces interviews parce que c'est hallucinant. Moi, à côté, c'est rien du tout. À ce stade, le sujet est traité comme un problème de santé publique émergent. Complications post-opératoires, errance médicale, silence institutionnel. Aucune mention de l'euthanasie n'est alors faite publiquement par Arnaud. Après ce premier article, les autorités de santé ont réagi en rappelant qu'elle était largement utilisée et validée, ce qui a contribué à calmer temporairement le débat public. Entre avril et décembre 2025, malgré l'accumulation de témoignages de victimes et la gravité des situations rapportées, le dossier reste largement marginal dans les médias nationaux. À titre d'exemple, le suicide de Michel en mai 2024, directement lié à ses souffrances après la pose d'une prothèse, n'a fait l'objet d'aucune couverture médiatique, illustrant le peu d'attention accordée à ces drames lorsqu'ils ne s'inscrivent pas dans un récit médiatiquement audible. En décembre 2025, une interview d'Arnaud est réalisée par Le Parisien et publiée en janvier 2026. Elle introduit pour la première fois publiquement la question de l'euthanasie en Belgique. À partir de ce moment, la médiatisation s'intensifie brutalement. Depuis janvier de cette année, le scandale des prothèses revient en force dans les médias, mais principalement à travers le prisme de l'euthanasie. Les titres ne se concentrent que sur un vocabulaire lié à la mort, l'euthanasie, condamner, mourir. C'est les trois mots que j'ai relevés dans les titres des articles ou des vidéos. Reléguant au second plan les questions pourtant centrales de conflit d'intérêts, de responsabilité médicale et de sécurité des dispositifs implantables. Le battage médiatique s'est clairement accéléré à partir du moment où le mot euthanasie a été évoqué. Le fait qu'un suicide lié à une prothèse n'ait suscité aucun écho, alors que l'évocation de l'euthanasie a immédiatement déclenché une vague d'articles nationaux, montre que ce n'est pas uniquement la gravité des faits qui attire l'attention médiatique, mais la charge symbolique des mots utilisés. Et je pense que beaucoup de personnes comprennent de quoi je veux parler. Et effectivement, ceux qui n'avaient pas encore compris commencent à réaliser que finalement, les médias, ils prennent ce qui les arrange. Et c'est pour ça que moi, jamais je n'irai faire une interview dans un média. Je ne me sens pas du tout à ma place avec ce genre d'humanoïde. Voilà.
Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ça. Et j'aimerais quand même terminer, bien sûr, par une conclusion. Alors, j'ai une conclusion, mais alors, putain, je sais pas du tout où elle est. Ah oui, alors, avant ma conclusion, je voulais quand même préciser que mon chirurgien, que j'ai mis au courant plusieurs fois, concernant mes problèmes de santé, m'a pratiquement ignoré, n'a jamais été capable de reconnaître que l'opération ou que le dispositif était responsable de mes maux. Et il n'a jamais daigné m'envoyer un message ou me téléphoner. Je rappelle que c'est un médecin, donc sa mission en tant que médecin, c'est d'être bienveillant avec ses patients, ce qui n'a pas du tout été le cas. Au contraire, euh, il s'est senti attaqué, ce qui était le cas, hein, je l'ai attaqué frontalement, toujours en, dans la non-violence. Et comme beaucoup de gens dans ce monde, il a totalement fui ses responsabilités. Parce que les gens n'ont pas de courage. Ils préfèrent s'en aller et, et laisser les personnes qui leur ont demandé de l'aide, les laisser dans leur désarroi et se démerder toutes seules. Et je pense que ce qu'a fait mon chirurgien, d'autres chirurgiens le font à beaucoup de personnes. C'est important de le dire. Et c'est pour ça qu'on se sent vraiment abandonné. Et après, il ne faut pas s'étonner que beaucoup de personnes comme moi n'ont plus du tout foi au corps médical. C'est à cause de ce genre de situation que nous refusons le corps médical, nous refusons de nous faire soigner de cette manière. Et que du coup, nous cherchons d'autres alternatives. Et j'aime pas trop dire le mot alternative, mais c'est des médecines qui existent depuis des millénaires et qui font leurs preuves, qui ont fait leurs preuves. Et on les a mis de côté, on ne les rembourse plus. Et elles sont tellement efficaces et tellement dérangeantes que à la moindre occasion, elles sont mises dans la case charlatanisme. Alors bien entendu, des charlatans, il en existe dans toutes les médecines, mais pour l'instant, j'ai plus eu affaire à des charlatans dans la médecine entre guillemets moderne que dans les médecines alternatives. Donc ma conclusion, que j'ai changé entre-temps. Donc j'ai longtemps hésité à rejoindre le soutien collectif ou à déposer une plainte. Je refuse de trahir mes convictions face à ce système politique et judiciaire. Système politique et judiciaire contre l'être humain qui n'a aucun sens. Mais la gravité de la situation et la souffrance des victimes est insupportable. Malgré cela, je ne souhaite pas figurer dans le soutien collectif. Je ne souhaite pas déposer plainte. Je souhaite apporter ma voix via mes témoignages en vidéo. Je n'ai aucun lien avec une secte, une religion, un groupe extrémiste, une confrérie. Je suis moi-même
avec mes convictions. Je témoigne uniquement pour alerter et dénoncer un système médical et financier qui met la vie humaine entre parenthèses pour des conflits d'intérêts. Je le martèle, je n'ai jamais signé un consentement éclairé. La fiche fournie était incomplète. Je suis une victime des renforts pariétaux, un être humain dupé, blessé physiquement et moralement. Je témoigne pour que la voix des victimes soit entendue, pour protéger ceux qui pourraient subir la même injustice, et pour montrer que nous existons, nous comptons, et nous refusons de nous taire. Donc ça, c'est ma conclusion, et je voudrais juste finir par dire que peut-être que pour tous ceux qui sont arrivés au bout de la vidéo, peut-être que ça ne vous concerne pas. Je, je l'entends, mais ça peut vous concerner un jour ou ça peut concerner un de vos proches, un de vos amis, un de vos membres de votre famille, votre enfant, votre collègue de travail. Donc au moins vous avez les infos, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Je vous ai donné les informations. Et pour tous ceux qui sont en souffrance et qui n'osent pas témoigner, je comprends que c'est pas évident de témoigner, mais si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres, parce que c'est important de, de ne pas se taire et d'évacuer toute cette tension émotionnelle qui est enfermée en vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, enfin, et un prompt rétablissement si vous le pouvez.